C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le président mauritanien, il a été réélu dès le premier tour pour un second mandat à la tête du pays avec 56% des voix. Le principal opposant conteste ces résultats. La correspondance régionale dans ce journal. La colère au Kenya, les manifestants ne se démobilisent pas. Le retrait de la loi des finances 2024 n'a pas apaisé les esprits. La grogne cible désormais l'élite politique taxée de corrompue. Nous serons à Nairobi dans cette édition. Et puis à la fin de ce journal, on vous parlera de ce nouveau procédé pour lutter contre le braconnage des rhinocéros. En Afrique du Sud, des scientifiques ont décidé d'injecter des substances radioactives dans leurs cornes pour les rendre toxiques pour l'homme. Les détails à suivre. C'est dans un concert de klaxons que ses partisans ont célébré sa victoire. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le président mauritanien, a été réélu dès le premier tour. L'opposant principal, Biramda Abeid, parle de fraude massive. La correspondance régionale d'Eli Mandao. Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani a déjà reçu les félicitations d'au moins deux de ses collègues, le président burundais Evariste Ndayishimiye ou encore le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo. Ces deux chefs d'État saluent sa réélection à la tête de la Mauritanie. Son de cloche différent chez l'opposition mauritanienne, notamment chez le principal opposant Biramda Abeid, crédité lui de 22% des suffrages. Biramda Abeid dénonce une fraude électorale, le bourrage d'urnes dans 700 bureaux de vote selon lui. Biramda Abeid dit ne pas reconnaître ces résultats, ni même la Commission électorale nationale indépendante. Cet après-midi, les observateurs internationaux ont tiré leur bilan de cette élection. La majorité défend qu'il s'agit d'un réel progrès d'ouverture et de transparence des élections conformément aux bonnes pratiques et aux standards pertinents en la matière. L'opposition estime quant à elle qu'il y a encore des efforts à faire pour garantir plus d'équité et d'inclusivité. Si le calme règne globalement à Nouakchott, des manifestants pro-opposition ont fait entendre leur colère dans certains quartiers périphériques de la capitale mauritanienne face à la fermeté de la police et des autorités. Le ministre de l'Intérieur a fait savoir qu'aucune action visant à perturber la tranquillité des Mauritaniens ne sera tolérée. Pas de démobilisation au Kenya. Après les manifestations réprimées de la semaine dernière, la population ne décolère pas. Le budget 2024 n'est plus au centre de la contestation. La grogne est désormais tournée contre les élites politiques perçues comme corrompues et en particulier contre le président William Ruto. Les précisions à Nairobi de Bastien Remy. Les derniers jours ont été mouvementés pour le président kényan. Tout d'abord, il y avait cet appel des manifestants à se rendre dans les églises pour empêcher, je cite, les politiciens corrompus de s'adresser aux fidèles. C'est une tradition au Kenya. Tous les samedis et dimanches, les politiciens se rendent dans les églises pour parler à la population, pour tenter de les convaincre des bienfaits de leurs actions. Cette fois-ci, il était impossible de laisser le président kényan s'adresser aux fidèles, disaient les manifestants. Alors, il devait assister à une action caritative dans une église de Nairobi. Il n'a pas pu le faire, il y avait trop de manifestants. Il s'est rendu dans une autre église sans prévenir la population à l'avance. Et à la fin du service, il y avait de nombreux manifestants à l'extérieur de l'église qui ont hué le président, lui qui a dû être exfiltré assez rapidement. C'est absolument inédit. Et puis le soir, il s'est adressé à la nation. Une interview avait été organisée par les 3 principales chaînes de télévision du Kenya. Et une nouvelle fois, il est apparu assez déconnecté de la réalité. Il y a notamment cette question qui a particulièrement choqué les téléspectateurs lorsque l'un des journalistes lui a demandé « Que diriez-vous à la mère de cet enfant de 12 ans qui a été tué par la police, qui a reçu 8 balles dans le corps ?» Et le président ne semblait pas connaître le dossier. Il a demandé au journaliste « Mais cet enfant est-il réellement mort ?» Et le journaliste lui a affirmé que oui. Depuis, la séquence tourne en boucle sur les réseaux sociaux kenyans. Cela attise les braises de la colère des peuples kenyans. De plus en plus de personnes demandent la démission de William Ruto. Alors, bien évidemment, c'est hors de question pour lui. Mais voilà, de nouvelles manifestations doivent être organisées cette semaine. La prochaine aura lieu mardi. Et déjà, de très nombreux Kenyans affirment qu'ils vont y participer. La campagne pour la présidentielle au Rwanda, les meetings géants du Front patriotique rwandais de Paul Kagame continuent de rassembler des dizaines de milliers de partisans à travers le pays. Face à lui, seuls 2 candidats font campagne tant bien que mal. Clément Diroma, notre correspondant à Kigali, est parti à la rencontre de l'indépendant Philippe Mpayimana, qui est loin de rassembler les foules.
Philippe Mpayimana est très peu connu du public rwandais puisqu'il n'a récolté que 0,7% des voix lors de la dernière élection présidentielle en 2017. Mais il se présente de nouveau face à Paul Kagame, président prétendant à sa réélection pour un 4e mandat. Mpayimana, indépendant modéré, est l'un des 2 seuls hommes à affronter dans les urnes le chef de l'État et son parti, le Front patriotique rwandais. Ce fonctionnaire bat campagne dans les provinces. Il dit s'inspirer de Kagame et rejeter la définition d'une opposition à l'européenne. C'est l'opposition où chacun peut présenter sa position, la défendre sans cogner son prochain. Donc je suis opposant à lui, ça ne me fait pas peur, mais dans le sens rwandais du terme. On a des ministres qui sont là depuis 25 ans. Il faut vraiment réformer le gouvernement. S'il y a un nouveau président, un nouveau gouvernement, c'est nouveau, c'est bon pour le pays. Mpayimana dit avoir 3 objectifs: réformer les institutions et certains secteurs de l'économie, renforcer le rôle de la population dans la vie politique et protéger les acquis, comprendre donc défendre l'héritage de Paul Kagame au pouvoir depuis 24 ans. Réélu avec 98% des voix en 2017, le président est largement favori pour le scrutin du 15 juillet. 3 opposants et critiques du leader disent avoir été empêchés de se présenter par la justice ou par la commission électorale rwandaise. En Afrique du Sud, après 2 semaines de négociations, le gouvernement a enfin été constitué. L'équipe gouvernementale a doublé ses effectifs avec 32 ministres et autant de ministres adjoints. Une nécessité pour inclure les principaux partis dans le gouvernement d'unité nationale. La correspondance au Cap de Caroline Dumais. 7 partis participent au gouvernement d'unité nationale et l'éventail est très large, puisque cela va du PAC, le Congrès panafricain, le Parti nationaliste noir, au Parti nationaliste afrikaner, Freedom Front Place. L'ANC, bien sûr, s'est taillé la part du lion et emporte les ministères clés, ministères liés à l'économie, mais aussi à la défense ou aux affaires étrangères. L'Alliance démocratique, parti rival de l'ANC, a, après d'âpres négociations, emporté 6 ministères et 6 vice-ministères, et pas des moindres, puisqu'il y a les affaires intérieures ou l'éducation ou la communication. A signaler que John Steenhuisen, le patron de l'Alliance démocratique, est ministre de l'Agriculture, un poste très délicat car il faut finaliser la réforme agraire. Ce gouvernement a été bien accueilli par les marchés car le rand a gagné 1% ce lundi. Il est gage de stabilité pour beaucoup d'analystes. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré qu'il fallait reconstruire l'Afrique du Sud. Et ça n'est plus le temps de se chamailler, a rétorqué John Steenhuisen. Seul exclu, auto-exclu de cette alliance, c'est Julius Malema, le patron des combattants pour la liberté économique, qui ne voulait pas faire coalition avec l'Alliance démocratique qu'il qualifie de raciste. Il a fortement critiqué ce gouvernement et considère que c'est désormais à la rue de s'exprimer. Ce procès en République démocratique du Congo, il concerne les 51 participants à ce que les autorités appellent une tentative de coup d'État. Ils comparaissaient devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. Ils sont accusés notamment de terrorisme et d'avoir mené un assaut au domicile de l'ancien ministre de l'économie Vital Kamerhe. Les précisions d'Aurélie Bazara-Kibangula à Kinshasa. À la barre, le premier témoignage, celui de Youssouf Ezangui, citoyen britannique d'origine congolaise. L'accusation le présente comme le principal recruteur des militants derrière la tentative de coup d'État. Mais Youssouf Ezangui dément. Il explique que c'est à Londres en 2016 qu'il a rencontré pour la première fois Christian Malanga, chef présumé du commando mort le 19 mai et qui voulait à l'époque créer une formation politique. Les 2 hommes se sont retrouvés en 2024 en République démocratique du Congo pour créer cette fois, dit-il, une association dans le Bandundu. Alors sur les événements du 19 mai, l'accusé explique qu'il a simplement rejoint Christian Malanga à Kinshasa, qu'il l'a suivi chez Vital Kamerhe, puis au Palais de la Nation sans savoir exactement ce qu'il faisait. Un témoignage vivement contesté par le ministère public qui explique qu'Ezangui et Malanga préparaient ensemble depuis des semaines une opération pour renverser le président Tshisekedi. Alors c'est un premier témoignage qui n'a pas permis de lever les zones d'ombre dans cette affaire. Pourquoi avoir mené un assaut chez Vital Kamerhe et surtout, avait-il des complices? La prochaine audience est prévue le vendredi 5 juillet avec les interrogatoires des 3 citoyens américains accusés eux aussi d'avoir participé à cette tentative de coup d'État.
On reste en République démocratique du Congo avec ce paradoxe. Pour moins polluer en Occident et accélérer la transition énergétique, on provoque une grosse pollution dans les zones minières. Dans la ceinture de cuivre, l'extraction du cobalt et du cuivre, des minerais essentiels pour la construction de batteries, est responsable de pollution importante. Les populations qui subissent déjà les guerres liées à ces minerais et qui ne profitent pas des richesses de leur pays sont en plus victimes de pollution. Sophie Lamotte. Une eau verte, trouble, stagnant dans le Luano. Cours d'eau proche de l'une des plus grandes villes de la République démocratique du Congo, s'infiltrant dans les nappes phréatiques et polluant les cultures avoisinantes. Ces légumes-là qui reçoivent des eaux acidifiées donc, sont déjà impactés de cette pollution. Donc, ce qui fait qu'environnementalement parlant, l'Aroachie n'est pas vivable. La République démocratique du Congo est le premier producteur africain de cuivre et de cobalt, composant essentiel des batteries utilisées dans l'électronique et les véhicules électriques. Cette exploitation minière est le moteur économique de la région, attirant des investissements du monde entier, mais pas sans conséquences. Les médecins locaux affirment que 60% des enfants qu'ils reçoivent ont des problèmes de santé liés à la pollution de l'eau et de l'air provenant des mines. Il y a des maladies sur la peau. Il y a, par le passage de la chaîne alimentaire, surtout chez les femmes, on a constaté de malformations congénitales. Les défenseurs de l'environnement affirment que les mines et le gouvernement ne font pas assez pour protéger les populations locales. Des accusations démenties par les autorités. Il y a les redevances minières qui sont payées mensuellement. Le législateur a prévu des mécanismes de surveillance. C'est-à-dire, une fois ces fonds-là sont payés, il appartient maintenant à l'État de faire ce qu'il doit. Alors qu'un violent conflit fait rage dans l'est du pays, des organisations internationales ont également mis en garde contre des violations massives des droits de l'homme dans l'industrie minière. En Afrique du Sud, des scientifiques ont injecté cette semaine des substances radioactives dans des cornes de rhinocéros vivants. Le but de ce projet est de les rendre toxiques pour l'homme et de décourager le braconnage. Clémence Valère. Injecter des produits radioactifs dans des cornes de rhinocéros vivants pour lutter contre le braconnage. L'initiative, connue sous le nom de projet Rhizotope, a été lancée par James Larkin, directeur de l'unité de radioprotection et de physique de la santé de l'université de Witwatersrand. L'idée est donc de dévaluer la corne de rhinocéros afin de faciliter le repérage lors du passage des frontières, des passages internationaux. L'Afrique du Sud abrite la majorité de la population mondiale des rhinocéros, estimée à 16 000 individus, ce qui en fait une plaque tournante pour les braconniers. Les cornes de rhinocéros sont très prisées en Asie, où elles sont utilisées dans la médecine traditionnelle pour leurs effets thérapeutiques supposés. En février, le ministère sud-africain de l'Environnement a annoncé que 499 de ces mammifères géants avaient été tués en 2023, ce qui représente une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente. Nous avons essayé d'empoisonner les cornes, cela n'a pas fonctionné. Les cornages ne fonctionnent pas non plus, rien ne fonctionne. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas détruire, qu'on ne peut pas jeter, et cela pétrifie les gens. Vous savez, oh, c'est radioactif, alors nous devons fuir. Jusqu'à présent, 20 rhinocéros ont reçu les isotopes qui seront actifs dans les cornes pendant 5 ans. Les doses administrées sont en suffisamment faible quantité pour ne pas affecter la santé des animaux. Les chercheurs espèrent que le processus pourra être reproduit pour sauver d'autres espèces sauvages menacées par le braconnage, telles que les éléphants. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. C'est l'Actu 360 avec Anthony Saint-Léger.